Je vais prendre quand même quelques instants pour répondre à une personne qui a laissé un commentaire sur ma vidéo, l'escroquerie Broly, la réponse au chef, où cette personne me disait « Je flatte mon ego ». Eh bien mon ami, j'ai envie de te dire, tous les jours mon ego est flatté à chaque fois que je regarde ma femme ou bien mon enfant, déjà, premièrement, que si j'avais voulu flatter mon ego, je parlerais de ma passion, la musculation, et que je n'ai besoin d'imiter personne, en tout cas personne que je connais, pour parler de ce que j'aime. Voilà, c'était juste le petit instant que je voulais éclaircir, et maintenant on peut y aller. Hey, y en a encore pour longtemps, on est pressé. Mais puisqu'on vous dit qu'on est pressé! Pas question, c'est le règlement des online. Ça y est, on a réglé la punch machine, voyez. Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo sur l'escroquerie Broly, la vidéo du chef. Deuxième réponse, celle-ci va être beaucoup plus claire, beaucoup plus précise et beaucoup plus tranchante. Et puisque tu donnes uniquement la moitié, même pas la moitié, on va dire 1/9 de la définition du mot canon, eh bien on va donner la définition complète. Et on va parler aussi de la jurisprudence Lucasfilm. Donc, comme a dit le chef, allons sur la source la plus fiable du monde, Wikipédia. Donc je suis allé directement sur le mot canon. Je lis les 3 premières lignes. Dans un univers de fiction, le canon désigne toute production littéraire, cinématographique, graphique ou vidéoludique ou manga qui est considérée comme authentique ou officielle, ainsi que tous les personnages, événements, lieux dont l'existence dans un univers de fiction donné est indiscutable. On continue. Un peu plus bas, nous trouvons ceci. Ce terme s'appliqua pour la première fois à une œuvre de fiction en désignant les romans de Sherlock Holmes, écrits par Arthur Conan Doyle. Le but était de les distinguer des nombreux pastiches écrits par d'autres auteurs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, pastiche, c'est-à-dire des faux. C'est-à-dire Sherlock Holmes appartenait à Conan Doyle et les autres n'avaient rien à dire. S'ils écrivaient, ce n'était pas sous son nom. C'est très important. Donc on continue dans la descente du mot canon et dans la définition. Donc canon et hors canon dans les fictions. Le canon dans un univers de fiction constitue un tout cohérent et solide. Généralement est considéré comme canon par défaut toute production venant du créateur original de l'univers. Les créations d'auteurs tiers, les adaptations cinématographiques ou autres, ou les créations non officielles, non autorisées par les ayants droit, le plus souvent des fanfictions, dans le cadre de fiction littéraire, par et pour des fans, sont généralement exclus du canon. Et là, on en vient à quelque chose d'officiel qui est arrivé à la Paramount. Donc je vous laisserai lire sur Wikipédia, mais si on redescend un peu plus bas, c'est entre parenthèses. Ces œuvres sont qualifiées d'officielles lorsqu'elles ont été publiées avec l'approbation du bureau de licence. Est-ce que vous avez bien suivi ce que je suis en train de dire? On parle de licence, en fait le canon ou pas canon, en règle générale, ça constitue juste un copyright. C'est surtout ça. Maintenant, il y a une chose bien spécifique. Pour qu'un film soit rattaché à une série, il faut que le film fasse soit allusion à la série, ou alors que certains personnages de la série apparaissent dans le film. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, deuxième erreur qui aurait pu être rectifiée si les sources n'étaient pas que Wikipédia. Donc, c'est paru en 2013 pour les 25 ans de Dragon Ball. L'interview est tirée du magazine Shōzenshu 4. Donc, vous le trouverez sur dragonballsuper-france.fr. Donc, vous descendez. Et vous allez arriver directement à la question qui tue. Vous avez également réalisé plusieurs choses, comme le design de Broly et Color. Voilà. Je vous laisserai regarder directement, puisque c'est de la bouche de Toriyama. Celui qui a créé tout simplement Broly, c'est Toriyama. Voilà. Pour qu'un film soit canon ou semi-canon, il y a 3 règles à respecter. La première est que l'on puisse replacer le film chronologiquement à l'intérieur de la série. La deuxième est qu'il y ait un personnage à l'intérieur du film qui rattache le film à la série, ou bien une séquence de la série qui apparaisse dans le film. Ainsi, avec ça, ça nous permet de pouvoir rattacher le film directement à la série. Et la troisième, que le film respecte l'idée de départ de la série. Si ces 3 points-là sont intégrés, ou seulement 2, le film est considéré comme canon ou semi-canon. Et donc nous allons faire l'inventaire des 13 films Dragon Ball Z qui sont sortis dans les années 90, puisque tu nous en parles dans ta vidéo.
Et le plus important, pour qu'un film soit canon ou semi-canon, il faut qu'il dispose de la licence du tampon du créateur de la série. Eh bien, c'est le cas avec les 12 films, parce que Tapion est sorti bien après l'arrêt de la série. Donc on va uniquement parler des 12 films. Ils ont tous le tampon Akira Toriyama. Ils ont tous été adoubés par Akira Toriyama. C'était l'un des points essentiels et c'est un des points de la définition qui n'est pas évoqué par le chef. Donc c'est vrai qu'il y existe des incohérences dans le film Broly, mais on peut les expliquer. Et bien évidemment, elles sont un peu plus compliquées que la simple explication de Sangohan n'est pas SSJ2 et la longueur des cheveux de Trunk. C'est bien plus compliqué que ça. Pour expliquer tout ça, le tome dont se sert le chef dans sa vidéo pour appuyer ses arguments, c'est le tome 33, qui est sorti en décembre 1992. Il faut bien comprendre une chose, c'est que entre fin 92 et début 93, Toriyama se retrouve devant une très grosse charge de travail. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler sur la fin de l'arc Cell Game, qui doit sortir normalement pour le mois de mars. Ensuite, il doit travailler en même temps sur le scénario et la réalisation du film Trunk Story. Alors attention, tout ce que je suis en train de vous dire peut être vérifié directement et j'ai pris les mêmes armes que le chef, c'est-à-dire sur Wikipédia. Et en même temps, il va être obligé de renégocier son contrat, et pour une raison très simple. C'est qu'au mois de février 1993, la société d'édition Glénat vient et veut acheter les droits du manga Dragon Ball pour l'exportation en France. Et là, ça va changer beaucoup de choses, parce que bien évidemment, une partie des droits appartiennent à la Seishua, et Toriyama n'est pas d'accord, parce que, bien évidemment, son manga papier, on parle toujours du papier, on parle de la maison d'édition, va pouvoir être exporté en Europe. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, Toriyama va demander un plus gros pourcentage, et donc va commencer la renégociation de son contrat avec sa maison d'édition, la Shueisha. Alors pareil, vous pouvez vérifier, la signature entre Glénat et la Seishua pour l'exportation du manga papier Dragon Ball, les premières éditions, remontent à février 1993. Pour cela, je vous laisse tout de suite, vous allez sur Wikipédia, c'est aussi simple que ça, j'ai pris exactement les mêmes armes que le chef. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien évidemment, même si le tome 34 est déjà prêt, comme Toriyama a décidé de renégocier son contrat pour gagner un peu plus, ce qui est normal puisque le manga est exporté maintenant à l'étranger, on parle toujours du manga papier, on ne parle pas du dessin animé, ce n'est pas le même contrat. Il y a un contrat avec la Toei pour l'exportation et les droits de l'animé, et il y a un contrat avec la Seishua pour sa maison d'édition. Là on parle du papier toujours. Donc, comme il y a une renégociation, le point stratégique qu'a Toriyama, c'est que la Seishua ne détient pas la fin de l'arc Cell, donc ils se retrouvent dans une situation très difficile. Ils sont obligés de négocier, et la négociation va durer jusqu'en avril. D'accord? Entre-temps, le film Broly, lui, est prévu pour mars, puisqu'il y a un contrat entre la Toei et Toriyama pour la sortie de 2 films chaque année, c'est-à-dire un pour mars et un pour juillet. Seul problème, c'est que si le tome 34 n'est toujours pas sorti, on ne connaît pas la fin de l'arc Cell. La Toei va donc respecter le choix de Toriyama et donc sortir le film en mars 93, le film Broly, en ne spoilant pas la fin de l'arc papier, c'est-à-dire le tome 34, c'est-à-dire la fin de l'arc Cell Game. Ainsi, on voit Sangoku toujours en vie et Sangohan qui n'est pas SSJ2. Alors allons-y, on commence par le premier film, Garlic Jr. Alors on peut le replacer celui-ci dans la timeline DBZ entre la fin de Dragon Ball et le début de Dragon Ball Z. Peu avant l'arrivée de Raditz, d'ailleurs c'est le seul film auquel la série fait référence puisque Garlic Jr. revient dans DBZ après la saga Freezer. Alors il revient pour quelques épisodes, bien évidemment, c'est les fillers. Donc Garlic Jr. lui est un des films Dragon Ball Z qui est considéré comme canon. Donc film numéro 2, les robots de glace. Donc celui-ci, même s'il peut paraître implaçable dans la timeline de Dragon Ball Z, on peut quand même le replacer chronologiquement parce que les personnages sont pris comme juste avant le combat contre les Saiyans, Gohan à la coupe du combat contre Vegeta et on voit le sacrifice de Piccolo en flashback. Goku porte la marque de Kaio et utilise le Kaioken. Donc on sait à peu près où ça se passe
et on peut voir par rapport à l'épisode, il sort au moment de l'épisode 39 où Bulma et Krillin et Gohan sont en route pour Namek. On peut replacer à peu près ce film par là. Donc maintenant, film 3, Thalès. Donc, s'il y a des différences entre les 13 films Dragon Ball Z, certains sont canons ou semi-canons, eh bien il y en a qui sont non canons. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, ils ne respectent pas du tout la trame de la série. Et même s'il y a quelques clins d'œil fait entre la série et le film, ils ne respectent ni ni la volonté de Toriyama par rapport à l'œuvre Dragon Ball, et ne respecte pas non plus la mort ou la disparition de certains personnages. Exemple typique avec Thalès. Donc même si dans Thalès, on sait pertinemment qu'on est juste avant le voyage sur Namek, il est évident que le film ne respecte pas du tout la série. Pourquoi? Parce que bien évidemment Goku pète la forme, ce qui ne devrait pas être le cas. Il devrait être en mal au point et devrait bientôt se préparer pour aller sur Namek à la rencontre de Freezer. Mais c'est bien plus loin, puisqu'il arrivera en retard sur la planète Namek. Piccolo est vivant, ce qui est impossible, puisque Piccolo, je le rappelle, est mort. Et il n'y a pas de trace de Vegeta. Donc le film ne peut pas être considéré comme canon ou même semi-canon, puisqu'il ne respecte absolument pas la série. Il est vraiment hors temps. Même s'il y a un clin d'œil qui est fait du film à la série, et c'est ce qui va permettre de toucher un petit peu moins, de payer un petit peu moins de droits de licence, c'est que Gohan rencontre pour la première fois son ami Dragon dans le film, et on va voir cet ami réapparaître dans la série, dans les épisodes filler, où on voit Garlic Junior. Donc voilà, c'est le seul clin d'œil du film à la série. Et encore une fois, pour qu'un film puisse être considéré comme canon ou semi-canon, il faut qu'il respecte quand même 3 choses. Et sur ces 3 choses, il n'en a respecté qu'une, mais il ne suit absolument pas la timeline de DBZ. Donc lui peut être considéré comme hors canon. Alors, film 4, le Super Namek. Eh bien, là aussi, c'est un film qui, lui, est considéré comme non canon. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un remake, tout simplement, du film Thalès, bien évidemment, où on reprend exactement la même chose. Et en plus de ça, il y aura un problème. Toriyama avait annoncé que son personnage Goku allait avoir une nouvelle transformation, et la Toei va vouloir anticiper et va nous faire un Kaioken jaune. Évidemment, par la suite, Toriyama va sortir, lui, son propre Super Saiyan, et ce qui fait que, par la suite, la Toei finalement demander beaucoup plus de conseils à Toriyama, comme il l'avait fait pour le film 1, c'est-à-dire Garlic Junior, et on va rentrer dans des films qui vont être bien plus souvent semi-canon, plutôt que canon, et que non canon. Là, je rappelle juste une chose, donc Super Namek ne peut pas être considéré comme un film canon ou semi-canon, comme Thalès, et comme le film 5 que nous allons voir tout de suite. Donc maintenant, film 5, couleur. Alors, comme je l'ai expliqué, Thalès, le Super Namek et Couleur sont des films que la Toei a fait tout seul dans leur coin. Et donc, il y a pas mal de soucis. Ils ne peuvent pas être placés chronologiquement dans Dragon Ball, en tout cas dans la série, à la différence du film 1 et du film 2. Et puis, rien ne va. C'est-à-dire que, normalement, comme je disais tout à l'heure, pour qu'un film soit considéré comme canon ou semi-canon, il faut qu'il y ait un respect de la série duquel il est tiré. Il faut qu'il y ait aussi un personnage clé qui permette de resituer le film dans l'espace-temps. Et il faut aussi qu'il y ait un respect de la continuité de la série par rapport au film. Et dans ces 3 films-là, rien n'est respecté. Donc, c'est très simple, à partir du film Couleur, qui va être lui aussi un bide, la Toei va décider d'arrêter de faire les choses tout seul dans son coin et va demander à Toriyama de revenir, comme pour le film 1 et comme pour le film 2, pour pouvoir garder une certaine timeline par rapport à sa série. Donc, film numéro 6, Metal Couleur. Donc, si celui-ci est très difficile à repasser chronologiquement dans Dragon Ball Z, puisqu'il sort en 1992 à l'épisode 130, au moment de l'épisode 130, pardon, on voit quand même que Toriyama est revenu dans le game avec la Toei et qu'il s'occupe un petit peu plus, qu'il est un petit peu plus regardant sur le scénario et la réalisation. Pour une raison très simple, c'est que pour que le film, encore une fois, puisse être considéré comme canon ou semi-canon, il faut qu'il respecte la trame de la série d'origine et qu'il y fasse au moins une allusion et qu'il permette de retrouver aussi un personnage dedans qui rattache la série
au film tout en l'ancrant dans la timeline. Donc, cette fois-ci, eh bien, Metal Cooler peut être considéré comme semi-canon, puisque Dende, le nouveau dieu, parle de Cell à ce moment-là. Donc, on sait à peu près qu'on peut replacer Metal Cooler juste avant l'arc Cell. Donc ensuite on passe au film 7 et là encore une fois la patte Toriyama est revenue. Donc encore une fois ce n'est pas lui qui réalise les films mais la Toei a fait appel à lui pour vérifier si le scénario était intelligent ou pas et si il pouvait être attaché à la série. Et donc le film 7, les cyborgs, on peut le resituer complètement dans la timeline juste après la mort du docteur Gero. L'arme secrète du savant, Cell, et on voit que C13, C14 et C15 sont activés et Sangohan ne s'est toujours pas passé en SSJ. D'ailleurs, il a la coupe d'avant la salle du temps. Donc celui-ci est très facile à replacer et il fait complètement sens à la série puisque par la suite, après, nous ferons la connaissance entre C16, C17 et C18 et Cell apparaîtra à nouveau. Donc voilà, là on est re-rentré, le film fait complètement référence à la série et donc celui-ci peut être considéré comme canon. Donc voilà le film qui nous intéresse, c'est-à-dire Broly. Alors Broly est-il canon ou semi-canon? Ou non canon? Eh bien non, Broly est forcément soit canon, soit semi-canon. Pourquoi? Parce que le film Broly respecte les trois choses qu'on a énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire un personnage clé, il respecte l'histoire, et il peut être reclassé chronologiquement dans la série, et aussi une quatrième. Il faut savoir que le guerrier légendaire, la première fois quand on en parle dans Dragon Ball, c'est dans l'arc avec Vegeta et Nappa, où quand ils affrontent Goku, ils pensent à arriver à un moment qu'ils ont affaire au guerrier légendaire, puisque je rappelle que Nappa et Vegeta ne peuvent ni se transformer en Super Saiyan, et qu'à ce moment-là, Sangoku est plus fort qu'eux, puisqu'il se transforme en Kaioken. Donc ils pensent avoir affaire, et ils s'aperçoivent que ce n'est pas lui. Donc l'idée du film vient tout d'abord de l'idée du manga. Donc à partir de ce moment-là, on sait que ça respecte la trame. Donc après vous allez me dire, oui mais tu sais dans le film, Sangohan n'est pas SSJ2. Et là encore une fois, c'est expliqué et dans la série et dans les films qui vont suivre. Pourquoi? Parce que Sangohan ne devient SSJ2 que lorsqu'il devient fou de rage en voyant C16, encore une fois, se faire écraser la tête par Cell. Et pareil dans le film Les Mercenaires de l'espace avec Bojack, où là il va devenir fou et se transformer en SSJ2 quand il va voir que tous ses ennemis sont en train de se faire tuer. Donc ça n'a aucun sens, et puis bon, je ne vais pas revenir sur les explications que je vous ai données tout à l'heure pour que la Toei ne spoile pas la fin de l'arc Cell par rapport à Toriyama et par rapport à son contrat. Donc on a quand même un film Broly qui respecte non seulement la chronologie, on peut le reclasser dedans, on a un personnage clé qui est dedans, qui est Mirai Trunk, par la simple et bonne raison que c'est que si Cell ou C17 et C18 n'existent pas dans le monde de Broly, Mirai Trunk n'a absolument rien à faire dans le monde de Broly, puisque je rappelle qu'il ne revient dans le passé que dans un seul but, c'est-à-dire affronter C17, C18 et affronter Cell, c'est pour ça qu'il revient. Donc s'il n'existe pas, il n'a rien à faire dans le film Broly, tout simplement, et il respecte aussi l'idée originelle du manga et de l'animé. Donc le film Broly peut être considéré soit comme canon, soit comme semi-canon. Alors ceux qui pensent qu'il peut être considéré comme canon ont raison, et ceux qui pensent qu'il peut être considéré que seulement semi-canon ont raison aussi, puisque de toute façon il y a des incohérences, mais des incohérences c'est normal, parce que dans Dragon Ball il y en a plein. Mais le film en lui-même n'est absolument pas non canon. On n'est pas devant un film comme Thalès, Super Namek ou bien Cooler, qui sont eux complètement à l'opposé de la série et qui sont complètement impossibles à replacer dans le temps de la série. Voilà. Donc film 9, Bojack. Donc là, évidemment, c'est un film canon qui peut être replacé complètement à l'intérieur de la série, puisque là, nous sommes juste après la mort de Cell, que Trunk est revenu du futur pour annoncer qu'il a fait le ménage chez lui. Gohan ne s'est transformé qu'une fois en SSJ2, puisque ça respecte aussi, comme je vous disais, pour Broly, ça respecte exactement le truc, c'est-à-dire que Sangohan ne maîtrise absolument pas sa transformation SSJ2 et qu'il n'y arrive que quand il est dans une colère folle.
Et Vegeta est complètement déprimé, comme il l'était après la fin du Cell Game, puisqu'il s'aperçoit que non seulement il était un peu incapable de rattraper Goku, mais pire que tout, Sangohan l'avait largement dépassé. Donc ce film peut être considéré comme largement canon, puisque de toute façon il respecte totalement la série, les personnages qui sont là y font référence, et il y a une référence directe à la série, puisque de toute façon, dès le début du film, Sangoku annonce qu'il n'est pas content, il annonce ça à Maître Kaio, qu'il n'est pas content parce que tout le monde pense que c'est Mister Satan qui a gagné contre Cell, et que donc c'est pas juste par rapport à Sangohan. Donc film 10, le retour de Broly. Et bien là aussi, soit on peut le considérer comme canon ou semi-canon, puisqu'il fait sens à la série, il est facilement replaçable chronologiquement dans l'arc Great Saiyan Man, c'est-à-dire entre le moment où Gohan rencontre Videl et le moment où il lui apprend à voler. Et on est exactement dans la chronologie. Bien évidemment, le personnage clé qui relie le film à la série, c'est Videl. La timeline qui relie le film directement à la série, eh bien c'est le moment où Gohan apprend à voler à Videl, et donc on est parfaitement dans l'esprit de la série. Bien évidemment, Goten et Petit Trunk sont là aussi, donc pareil, on est toujours dans l'esprit de la série. Donc ce film peut être considéré comme canon, voire si on est tatillon, comme semi-canon, mais absolument pas non canon. Donc le film numéro 11, Bio Broly. Alors, en théorie, il se passe normalement après l'arc Boo, c'est-à-dire au moment où C18 vient chercher le pognon que Mister Satan lui doit, puisque je rappelle que la finale du tournoi dans l'arc Majin Buu est remportée par Mister Satan contre C18, et qu'il a truqué le combat en promettant de l'argent si C18 se couchait. Bon. Finalement, le film, donc, c'est la seule référence qui est faite à la série, et bon, pour certains, ce film pourrait être semi-canon. Alors bon, je vais me fier plutôt à ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il est semi-canon. Pour moi, c'est pas un bon film, hein. Après ça, c'est que mon avis. C'est vraiment le pire film que j'ai vu Dragon Ball Z. Donc bon, je pense pour moi, il serait à classer dans les non-canons, mais je vais suivre ce qui est dit dans le registre des films Dragon Ball Z, donc semi-canon. Alors maintenant, on parle du film 12, Janemba. Alors, le film Janemba, eh bien, il peut être largement considéré comme canon parce que il reprend complètement la trame des épisodes 195 à 199, que effectivement, donc Goku et Paul Quan. Alors je sais, certains vont me reprendre sur le fait que c'est Point Quan ou je sais pas quoi. Bon, moi je suis un enfant des années 90 et nous on avait que les traductions françaises, donc dans mon esprit c'est resté Paul Quan, donc je continuerai à dire Paul Quan. Merci d'avance pour celui qui tient à chaque fois à me remettre en place sur le fait que je n'ai pas une bonne prononciation. C'est pas grave, ça change pas, t'as compris de qui je parle. Donc on est parfaitement dans la continuité du manga, de la série tout du moins, et on est parfaitement, ça reprend exactement la trame donc des épisodes filler, c'est-à-dire 195 à 199, on est en plein tournoi galactique, en tournoi des morts, donc ce film est considéré comme canon. Et de plus, il respecte évidemment le personnage clé dans la personne de Paul Quan, il respecte la trame de la série, et il respecte la continuité, donc ce film est considéré comme canon. Et donc on pourrait passer au film 13 avec Tapion, mais bien évidemment le replacer dans la chronologie est très simple puisqu'il se place juste après la saga Boo. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Celui-ci après, évidemment, hein, qu'il peut être considéré comme canon puisqu'il n'y a plus rien après la saga Boo, la série s'arrête et ce film sera le seul à sortir, il sortira en 95 et sera le dernier film Dragon Ball Z jusqu'à 2013 avec le retour de Sangoku au premier plan et le film Battle of God. Donc Tapion, il n'y a pas vraiment de raison d'en parler. Donc comme vous l'avez compris, les points de désaccord avec le chef sont précisément ici. C'est-à-dire que tous les films DBZ ne sont pas non-canons. Certains sont semi-canons, d'autres sont non-canons et certains sont canons et complètement canons. Donc, il y a encore une chose qui m'avait déplu dans cette vidéo, c'était le fait qu'il compare Broly, le film,
donc adoubé par Toriyama et tout ça, officiel, reprenant quand même malgré tout la trame du manga, puisque je rappelle quand même que le guerrier légendaire est évoqué dans l'arc avec Nappa et notre ami Vegeta, que le film est quand même relié à la série grâce au personnage de Trunks. Je ne vais pas réexpliquer à chaque fois comme ça, hein, mais si ce sont des mondes parallèles, je vous rappelle que si Cell n'existe pas, ou C17 ou C18 n'existe pas dans le monde de Broly, Mirai Trunks n'a rien à y foutre. Donc, on va parler du film qu'il a pris en comparaison, c'est-à-dire le plan d'extermination des Saiyans. Alors, encore une fois, et ça, j'ai pris ça pour de la malhonnêteté intellectuelle, tout simplement parce que le plan d'extermination des Saiyans est sorti en septembre 93 et est en fait un téléfilm. Et la production il n'a pas été produit par la Toei, mais a été produit par Bandai. Et pour une raison très simple, c'est que Bandai sortait un jeu Dragon Ball sur Famicom en 93, et ce téléfilm était simplement non seulement un élément marketing pour le jeu vidéo, pour une raison encore plus simple, que ce téléfilm permettait de finir le jeu vidéo tout simplement. Donc c'est un OAV, donc ça n'a strictement rien à voir avec les films, ne serait-ce même qu'avec ceux qui sont non canon ou non, ça n'a strictement rien à voir avec l'univers Dragon Ball Z. Alors chose importante aussi, c'est que, comme je le disais dans ma première vidéo, sur l'escroquerie Broly, la réponse au chef, tout va être géré au niveau des animés et des films par Yamoshi. Mis à part les mercenaires de l'espace, c'est-à-dire Bojack, hein, qui ne va pas être réalisé par Yamoshi, mais c'est bien normal puisqu'il avait réalisé Broly juste avant. Et c'est lui qui va réaliser Janemba, et c'est lui aussi qui va s'occuper complètement, à partir de 93, de la série animée, c'est-à-dire de l'arc Great Saiyan Man jusqu'à l'arc Majin Buu, c'est lui. Comme je le disais, Nishio, qui travaillait donc depuis 86 jusqu'à 93, va arrêter de s'occuper donc de Dragon Ball Z. Il va rendre hommage à son travail dans l'épisode 197 où on verra Freezer, Cell, le docteur Gero ainsi que le père de Freezer se prendre une branlée par Goku et Paul Quan. Encore une fois, hein, désolé pour ceux qui me disent je ne prononce pas bien, je ne suis pas japonais, même si j'ai une passion pour ce pays. À un moment, je suis français, je prononce comme je veux, et puis je suis un enfant de la VF. Hein. Moi, le Club Dorothée, c'était mon enfance, je prononce comme je veux. Un peu comme le JDG, nous, quand on nous a appris, on nous disait la Game Gear et pas la Game Gear, donc on prononce version française. Alors pourquoi dire que c'est de la malhonnêteté intellectuelle? Eh bien tout simplement parce que se servir d'un OAV, le téléfilm, donc le plan d'extermination des Saiyans, qui est né ni plus ni moins qu'un film publicitaire pour un jeu vidéo, s'en servir comme argument pour expliquer qu'un film qui fait lui plus de 50 minutes et qui est un film de la Toei et donc pas de Bandai, le comparer pour donner un peu plus de poids à son argumentation, je trouve que c'est de la malhonnêteté intellectuelle puisque les deux n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. L'un sert une histoire, l'autre sert pour un jeu vidéo. Donc c'est une malhonnêteté intellectuelle parce que si réellement le chef est un grand fan de Dragon Ball, il sait pertinemment que ce film n'est pas un film mais est une solution à un jeu vidéo. Donc dans les arguments que j'ai pu encore entendre, sur lesquels je ne suis absolument pas d'accord, c'est à quoi sert ce film. Et là c'est ce que je reproche au chef, c'est qu'il confond entre les théories, c'est-à-dire ceux qui imaginent que Broly est le plus puissant, ce qui n'est absolument pas mon cas. Encore une fois, je le répète comme dans ma première vidéo, Broly, le film a 23 ans. Si vous connaissez le travail de Toriyama, j'ai fait une vidéo sur son travail, vous savez que Toriyama peut raconter 1000 fois la même histoire de façon différente. Donc, à chaque fois, il reprend les mêmes choses, les mêmes bases, et il augmente la puissance de ses personnages. Donc, forcément, Broly, aujourd'hui, est vraiment en dessous. Donc ce que je n'aimais pas dans l'argument du chef, c'est de dire à quoi a servi Broly. Si tu prends à quoi sert Broly par rapport à ce que te disent les fans, en te disant que c'est le plus puissant de la planète, évidemment qu'il ne sert à rien. Mais le film, c'est pas ce propos-là qu'il servait. Le film était tout simplement là pour expliquer, et c'est ce que je dis dans ma vidéo, Broly est un faire-valoir pour Sangoku. Tout simplement parce que si Sangoku est le plus puissant et devient le plus puissant à ce moment-là, il ne l'est plus face à Broly, puisque Broly est le plus puissant de la race des Saiyans. Il va falloir essayer de suivre ce que je suis en train de dire. Broly est le plus puissant de la race des Saiyans. Donc, pour que
Sangoku devienne à son tour le plus puissant de la race des Saiyans et donc puisse passer à autre chose puisqu'il est le meilleur de sa propre race, eh bien il faut qu'il batte Broly. Et ça prend tout son sens justement. Parce qu'une fois qu'il a battu Broly, eh bien il peut passer à autre chose. Il est le meilleur de sa propre race, tout simplement. Donc il peut commencer à affronter des adversaires bien plus puissants. Parce que je rappelle juste une chose, c'est que si on reprend l'idée du manga, Freezer est bien plus puissant que tous les Saiyans réunis. Et c'est ce qui est dit dans le film Broly, c'est-à-dire que le seul qui aurait pu protéger la planète Vegeta face à Freezer, eh bien c'était Broly. C'est le père à Vegeta qui décide de tuer Broly parce qu'il risque de faire de l'ombre à sa lignée, c'est tout. Donc à un moment, voilà, on sait que Freezer devait être certainement beaucoup plus faible que Broly. Donc pour devenir, comme Sangoku a battu Freezer, eh bien il faut qu'il puisse dépasser celui qui aurait dû normalement tuer Freezer, et c'est ce qui va se passer, tout simplement. Donc après on peut aller sur une continuité, et puis il peut continuer à affronter, Sangoku peut continuer à affronter des adversaires de plus en plus forts, puisque de toute façon c'est sa quête. Il s'en fout lui, la seule chose que Sangoku cherche, c'est à affronter des adversaires toujours plus forts. Donc on rentre parfaitement dans la lignée du manga et dans la vision que peut avoir Toriyama de son héros. Donc on est parfaitement dedans. Et c'est ce que je reproche à la vidéo du chef, c'est-à-dire que plutôt que de rentrer dans un système intelligent à expliquer en quoi consiste le film, non, il est rentré directement à faire un méli-mélo entre les théories des uns et l'intérêt du film. Et donc forcément, si tu suis les théories des fanfictions qui t'expliquent que Broly est le surpuissant, c'est un dieu, c'est tout ce que tu veux, évidemment que ça n'a plus aucun sens. Mais c'est pas le discours du film. Le discours du film, lui, te dit, voilà, c'est le plus puissant de la race des Saiyans, c'est bien précisé, hein. Eh bien, pour que le plus puissant, ça devienne Goku, il faut qu'il batte. C'est une étape, c'est une marche à dépasser, encore une fois, pour Sangoku. Donc le film a tout son sens. Donc le film fait sens au manga. Donc pareil, après, pour essayer de dénigrer le personnage de Broly, et c'est là où je trouve que le chef a fait une vidéo non seulement uniquement pour faire des vues, mais il ne s'y est pas intéressé plus que ça, il n'a pas fait plus de recherches. Pourtant, c'est quelqu'un qui est censé connaître son manga par cœur, puisque c'est son manga préféré. Comme il dit, c'est sa Bible. Il vient à nous dire qu'à un moment, Broly a pris autant de branlées que Freezer. 4 fois. Bah non, 3 fois, pardon. 3 fois pour Freezer, 3 fois pour Broly. Bah non, je suis pas d'accord. Parce que si tu connais un peu Dragon Ball, tu sais que la grosse tête à claque de ce manga, c'est Freezer. Freezer va perdre sur Namek. Il va perdre face à Mirai Trunk. Ensuite, il va perdre face à Paul Quan en enfer dans l'épisode 197. Il va perdre aussi dans Janemba face à Sangohan qui est devenu habillé en Sentai. Il va perdre dans Dragon Ball GT quand Sangoku petit revient en enfer et affronte très rapidement Cell et Freezer. Et il va encore se prendre une branlée dans la revanche de Freezer. Donc chez moi, ça fait 6 branlées que Freezer se prend. Donc déjà, par rapport à ce que tu dis, ça fait 3 de plus que Broly. Ensuite, Broly, est-ce que Broly est le numéro 2 des losers dans Dragon Ball? Eh ben non, le deuxième, c'est Cell, parce que Cell se prend une branlée face à Sangohan, il se prend une branlée face à Mirai Trunk quand Mirai Trunk retourne dans le futur pour l'éliminer, il se prend une branlée ensuite par Paul Quan, toujours dans l'épisode 197, et il va se prendre une autre branlée dans Dragon Ball GT, où Sangoku petit, comme face à Freezer, va affronter les deux et leur mettre une tête au carré. Donc, Broly n'arriverait qu'en 3e position. Et encore, 3e position, je vois pas tellement, puisque le film 3, si ce gros tas de boue pour toi, chef, c'est Broly, bah écoute, non, hein, parce que c'est ce qui est dit, hein, c'est son âme, hein, c'est pas son corps qui est dedans. Apparemment, c'est son âme, on sait pas trop, hein, on sait pas, ils ont voulu faire un truc, mais c'est un gros tas de boue, ça ressemble à rien, c'est moche, c'est pas Broly, donc bon, voilà. À un moment, tu dois connaître tes classiques, et le classique, bah c'est non, la tête à claque, celui qui sert à rien dans Dragon Ball, bah je suis désolé pour toi, c'est Freezer, c'est pas Broly, hein.
C'était les quelques points qu'il y avait à voir. Alors après, on peut parler sur le fait, parce que bien évidemment, pour empêcher tout débat et toute discussion, l'argument de base, c'est fait pour le fric. Alors non, c'est pas seulement fait pour le fric. Évidemment qu'il y a des contrats, évidemment qu'il y a des licences, évidemment que tout ça est une histoire aussi d'argent. Mais ça ne se limite pas là, parce que dans la culture japonaise comme dans la culture chinoise, en tout cas dans la grande continuité, quand on reprend des œuvres, et c'est pour ça que j'en parle dans ma première vidéo, et ceux qui sont allés voir ma vidéo sur le cas Naruto et le cas One Piece savent de quoi je parle, l'histoire du Japon et l'histoire de Chine, dans leur culture littéraire, eux, à chaque fois qu'ils créent un héros, ils créent aussi des histoires annexes à ce héros. Toujours, ça s'est toujours fait, que ça soit en Chine avec les Chroniques des Trois Royaumes, ou bien dans l'ère du Sengoku avec, comment on appelle ça, avec le Japon, ou même dans Su Wukong, le roi des singes. Il y a toujours des petites histoires annexes à la trame principale qui sont créées. C'est dans leur culture. C'est pour ça qu'il y a autant de films Naruto ou One Piece qui sont créés, parce que ça permet de rajouter un peu de légende et de raconter ce qu'on n'a pas le temps de raconter dans la série, de le raconter et de prendre le temps de créer la légende. Alors bien évidemment, c'est une histoire d'argent, bien évidemment que ça fait vendre. Mais comme dirait Toriyama, c'est pas ce qui va te faire gagner le plus d'argent. Ça te permet de créer et de faire en sorte que ton personnage reste dans l'histoire du manga. Je prends un exemple tout simple. Vous prenez Death Note. Death Note, c'est un manga qui a duré 2 ans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le manga ne pouvait pas aller bien plus loin. Est-ce qu'il y a eu vraiment des films faits à côté ? Eh bien oui, parce que ça permet de créer une légende. C'est pas pour vivre sur la licence, c'est simplement que ça permet d'enrichir un petit peu l'histoire et de raconter ce que l'on n'a pas le temps de raconter dans une série animée. Ça permet d'élargir l'histoire. Donc là encore une fois, là où je ne suis pas d'accord avec le chef, c'est tout simplement qu'il esquive tout débat et toute discussion simplement en disant c'est pour le fric. Et je me suis aperçu que sur les commentaires, certains d'entre vous étaient arrivés en disant oui, non mais c'est pour le fric. Il n'y a pas que ça. On n'est pas chez Marvel ou DC là. Là on parle d'un truc quand même qui date pas d'hier. Et la discussion sur les mythes et les légendes japonaises, moi je peux en parler avec vous, il n'y a aucun souci. Alors, plus à titre personnel, certains sont venus me dire que je cherchais le buzz. Alors, je tiens à préciser ceci aussi, c'est que je ne cherche pas le buzz et je n'ai aucun intérêt au buzz pour une simple et bonne raison, c'est que je ne gagne pas d'argent sur ces vidéos. Pour une raison très simple, c'est que tout le copyright est reversé, tout ce que vous pouvez voir, les images dont je me sers pour la création de la vidéo ou quoi, tout ça sont des droits à l'image qui appartiennent à la Toei et à la Seishua. Donc, pour pouvoir m'en servir, je ne peux pas toucher d'argent sur cette vidéo. L'argent est directement reversé à ces deux institutions que sont la Shueisha et sont la Toei. Voilà, tout simplement. Donc non, je ne cherche pas à faire le buzz, simplement je cherche à démontrer que c'est pas parce qu'une personne vous parle face caméra, vous explique quelque chose qui n'est pas forcément juste, qu'il a raison. Des fois, il faut chercher un peu plus loin. Les réponses, elles sont des fois faciles à trouver. Et si on ne les trouve pas, c'est qu'on a mal cherché. Et je dis ça aussi pour les plus jeunes, et par rapport à une certaine pensée unique que des fois on essaie de nous imposer. Parce que c'est bien beau d'imiter Dieudonné. Moi, j'aime beaucoup cette personne, je l'ai rencontré à de nombreuses reprises, mais le message essentiel qu'il a essayé de transmettre, c'est ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, essayez de chercher un petit peu plus loin. À tort ou à raison, on s'en fout, je m'en fous, j'adore l'humoriste. Après ses pensées, il dit ce qu'il veut, je m'en moque. Mais le but, c'est ça, c'est ne pas imposer spécialement sa vision des choses en truquant la vérité. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que j'ai apporté quelques réponses à vos questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me.
supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh, burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.